cerveau de la Silicon Valley, libertarien trumpiste, Peter Thiel est un paradoxe ambulant. Ce milliardaire de l'ombre a une main dans les affaires les plus secrètes de l'Amérique. En comparaison d'Elon Musk, la presse en parle très peu. Son influence est pourtant aussi considérable, si ce n'est plus. Alors son nom vous est probablement familier, mais je ne suis pas sûr que vous connaissiez vraiment ce faiseur de roi. Niveau crypto, il investit dès 2012 dans Bitcoin. Le potentiel disruptif du protocole correspond en fait à sa vision. Oui, Thiel veut changer le monde. C'est d'ailleurs l'un des architectes derrière les changements que vivent les États-Unis en ce moment même. Il annonce une redéfinition totale des anciens schémas politiques, économiques, mais aussi sociaux. Alors, avec le tournant pro-crypto de l'oncle Sam, on s'est dit que ça valait peut-être le coup de vous raconter son histoire et surtout ce qui l'anime. Attention, je vous préviens, cette enquête va vous plonger dans ce qu'est réellement le pouvoir. Pas celui qui fait la une des journaux, ni les tendances sur les réseaux sociaux. Mais avant de continuer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Filmining. Filmining, en fait, c'est la plateforme de référence si jamais tu as un peu d'argent et tu souhaites miner du Bitcoin avec une solution clé en main. Il s'occupe absolument de tout, tu reçois automatiquement tes gains et passivement à la fin de chaque mois sans n'avoir rien à faire. D'ailleurs, ils viennent d'ouvrir une nouvelle ferme au Mexique avec un tarif électrique super compétitif. Pour rappel, plus le tarif est bas, plus c'est intéressant de miner du Bitcoin. Et le mieux dans tout ça, c'est que pour suivre ton activité, tu as tout ce qu'il faut. Un dashboard ultra complet pour suivre tes machines en temps réel, un rapport de production envoyé chaque début de mois. Bref, tu es parfaitement outillé pour suivre ton minage en toute transparence. Et c'est d'ailleurs leur cœur de métier depuis 2019. Ils minent partout dans le monde. On parle des USA, du Canada, de l'Islande, des Émirats Arabes Unis, bref, à des tarifs vraiment intéressants. Le lien est dans la description et si jamais tu as des questions, leur équipe est dispo toute la semaine, tout le temps. C'est un régal d'avoir des Français derrière du service client. En tout cas, allez, let's go, on retourne à la vidéo. Vraiment comprendre un personnage, il faut remonter en fait dans son passé. On émerge tous d'un contexte historique et personnel particulier. Et celui de Peter Andreas Thiel, il est plutôt singulier. Il naît en Allemagne en octobre 67. Dès ses 1 an, ses parents décident de traverser l'Atlantique pour aller aux États-Unis. Son père est ingénieur chimiste pour des sociétés minières. Son travail l'amène souvent à déménager. Après l'Amérique, la famille décide de s'envoler pour l'Afrique du Sud, puis la Namibie. Pendant ce temps-là, il change 7 fois d'école primaire en tout, de quoi lui forger une adaptivité sans égale. Il en profite aussi pour découvrir différentes cultures et normes sociales. En Namibie, ses parents l'inscrivent dans l'école privée Swakopmund Mood. Ce qu'on peut dire de cette école, c'est qu'elle ne rigole pas. Uniforme obligatoire et au moindre faux pas, c'est tout simplement châtiment corporel. On tend les doigts et on se prend des coups de règle dessus. Et Peter, n'étant pas dans les plus sages, il fait sa première mauvaise expérience du pouvoir institutionnel. Ce contrôle autoritaire va malheureusement le marquer à vie. Ou au final, heureusement. Avec du recul, on peut même se dire que son côté libertarien est né à ce moment-là, en même temps qu'un espèce de dégoût pour la réglementation rigide. Heureusement, en 1977, ses parents repartent pour l'Amérique, direction la Californie. En école secondaire, Peter devient un joueur d'échecs de niveau international. Il s'échappe aussi dans la science-fiction, comme avec le jeu de rôle Donjons et Dragons. C'est aussi un fan de Tolkien, il se passionne pour la mythologie du Seigneur des Anneaux, à tel point que le nom de ses futures entreprises viendront de là. Peter est un élève brillant, il va gagner un concours de mathématiques dans le collège qu'il fréquente. Il est ensuite reçu à Stanford où il va étudier la philosophie du XXe siècle, et c'est là-bas où il va découvrir René Girard, un philosophe, historien et anthropologue français. Sa théorie sur le désir mimétique le fascine. Pour vous la faire simple, en gros, les désirs humains ne sont pas autonomes, mais imitatifs. Nous voulons ce que les autres veulent, ce qui engendre en fait des rivalités, mais aussi des conflits. Et ces idées, elles vont se structurer petit à petit dans sa tête. En 1987, il va lancer la Stanford Review au sein de son université. C'est un journal qui est dédié aux idées libertariennes. Cette expérience, elle va représenter son tout premier exercice de contre-programmation institutionnelle. Voilà comment il faut agir. Si l'institution n'est pas efficace, il faut la pirater de l'intérieur. Un peu comme un hacker en fait. Il va terminer son premier cycle d'études en 1989. Son parcours est très éclectique. Entre les déménagements, ses explorations philosophiques, sa finesse en mathématiques et aussi les jeux stratégiques, ses influences en fait elles sont variées. Et une fois son diplôme en poche, Thiel va travailler comme avocat en valeurs mobilières pour le cabinet Sullivan & Cromwell à New York. Alors l'expérience elle va durer moins d'1 an, qu'on se le dise, les lois d'entreprise et les hiérarchies rigides, pour Peter Thiel c'est pas possible, ça l'insupporte. Suite à ça il va pivoter et il va rentrer au Crédit Suisse pour devenir trader sur les produits dérivés, mais même cet environnement de Wall Street, cet environnement de fou, ça ne le satisfait pas. En fait, Peter, il veut façonner des changements de société bien plus importants. En
1996, il va retourner en Californie. Le boom des dot-com offre un terreau fertile pour une disruption systémique. Et c'est là qu'en fait, il va fonder Thiel Capital Management en 1996. Bien entendu, il va essuyer quelques échecs, mais fait les bonnes rencontres en chemin. Et surtout, il identifie un problème. Le paysage des paiements numériques a beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de lacunes. En fait, on a une époque où les commerçants en ligne, ils vont manquer d'outils pour accepter les paiements par carte. L'argent liquide et les chèques ne sont pas du tout adaptés. Et en 1998, il va cofonder Coinfinity avec Max Levchin et Luc Nosek. Rapidement, ce projet il va prendre une ampleur considérable. 2 ans plus tard, l'entreprise fusionne avec X.com d'Elon Musk, à ne pas confondre bien entendu avec le réseau social. À ce moment-là, on est dans les années 2000. Et c'est PayPal qui va naître à ce moment-là et qui va devenir un leader mondial dans le domaine des paiements en ligne. À ce moment-là, Thiel, il va incarner enfin son désir de transformation de la société par la technologie. L'empreinte de PayPal grandit au point qu'eBay rachète l'entreprise pour 1,5 milliard de dollars. Thiel sert de PDG tout au long de cette période et sa part de 3,7% de l'entreprise se transforme en 55 millions de dollars. Mais la véritable valeur, en fait, elle se trouve ailleurs. Tout un réseau d'entrepreneurs brillants émerge à ce moment-là. Et Thiel est à leur tête, et voilà que naît la PayPal Mafia. Dans cette mafia, on va retrouver Elon Musk, David Sacks, Reid Hoffman, Roelof Botha, Max Levchin et bien d'autres. Cette PayPal Mafia, elle fonde et dirige des sociétés à fort impact, comme par exemple Tesla, SpaceX, LinkedIn, YouTube ou encore Sequoia Capital. Qu'on se le dise, on pourrait faire une vidéo entière sur le sujet, mais ce n'est pas le but ici. Alors, le rôle de Peter Thiel en tant que figure de proue de ce groupe le positionne en fait pour son prochain mouvement. En 2004, il décide d'investir les fameux 500 000 $ dans Facebook. Il va acquérir 10,2% des parts de la startup qui est alors valorisée à 4,9 millions de dollars. Et cet investissement, ça va le faire rentrer dans le clan des milliardaires. Il va obtenir le statut d'investisseur le plus visionnaire de la Silicon Valley. Et cette même année, il décide de fonder Palantir Technologies. Alors, l'entreprise, elle conçoit en fait des logiciels destinés à traquer les terroristes et les fraudeurs. Et c'est à ce moment-là qu'un schéma un peu plus large en fait émerge. La question n'est plus seulement de créer des entreprises prospères, Thiel veut remodeler les fondements même du pouvoir économique et politique. Et pour faire cela, en fait, rien de tel que l'innovation technologique. Elle est le véhicule idéal pour un changement institutionnel profond. On va se remettre dans le contexte. Après les attentats des tours jumelles en 2001, la sécurité et la surveillance sont au cœur de la problématique américaine. Et Peter Thiel décide alors de s'engouffrer dans cette problématique avec Palantir Technologies. Pour ceux qui n'ont pas la ref, ce nom vient des pierres de vision du Seigneur des Anneaux, et qu'on se le dise, c'est un véritable cheval de Troie. En fait, Peter va imaginer une structure de pouvoir alternative où l'autorité gouvernementale et l'entreprise privée ne font qu'un. Dans l'idée, en fusionnant le public et le privé, on évite une administration étouffante entre les deux. Voilà à peu près ce que Thiel a dans la tête. Et pour y arriver, Palantir devient un instrument d'infiltration institutionnelle. Laissez-moi vous expliquer. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas simple au début. Son entreprise ne fait bien sûr pas l'unanimité, les puissants de la Silicon Valley comme par exemple Sequoia Capital n'investissent pas dedans, et Thiel, lui, de son côté, il ne se laisse pas abattre. Au contraire, pour obtenir le véritable pouvoir, il faut emprunter des chemins non conventionnels. Il décide de sortir 30 millions de sa propre poche. Et même si certains anciens de la PayPal Mafia ne partagent pas sa vision, des acteurs encore plus importants décident de le suivre. Par exemple, les bras d'investissement de la CIA, Incutel, lui fournissent un financement initial de 2 millions de dollars. Pari gagné, sa société Palantir gagne en puissance et se place à l'intersection du pouvoir étatique et de l'entreprise privée. D'une certaine manière, il construit une nouvelle philosophie du pouvoir. La frontière entre les intérêts corporatifs et la surveillance d'État se fait de plus en plus fine. Par exemple, la puissance de Palantir se déploie pleinement en 2009 et en 2010 et la société met en lumière des réseaux d'espionnage cybernétique chinois, Ghostnet et Shadow Network. À ce moment-là, on s'en rend compte, Palantir démontre une énorme capacité d'action. Elle opère en tant qu'acteur quasi étatique avec des opérations en fait de renseignement international. Elle a un accès profond aux systèmes de données gouvernementaux. Sa toile se tisse partout, du terrorisme au système de santé. Et pendant la crise Covid, par exemple, Palantir déploie Tiberius, chargé de la distribution des vaccins. Et l'année 2020 va d'ailleurs marquer aussi l'introduction en bourse de la société. En 3 mois, l'action, elle grimpe de 300%. En 2024, elle entre 7 fois dans l'indice S&P 500, oui, l'indice avec les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et d'ailleurs, l'engouement autour de cette action est impressionnant. C'est une véritable consécration pour Peter, qui reste actionnaire majoritaire avec près de 100 millions d'actions. Mais, parce que malheureusement il y a toujours un mais, les critiques commencent à se faire de plus en plus nombreuses. Palantir est un peu comparé en fait à un état fantôme. Ses algorithmes guident de plus en plus chaque décision gouvernementale. Elle agit avec les capacités d'un état-nation en fait.
Et ça, c'est un problème. En France, par exemple, aucune société privée n'aurait la possibilité d'atteindre un tel pouvoir. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Il n'y a d'ailleurs peut-être qu'en Amérique où un coup d'état de privé sur le public puisse advenir. C'est à ce moment-là que la vision philosophique du pouvoir de Peter Thiel atteint son paroxysme. Son influence, elle dépasse même les limites de Palantir. Il ne place plus seulement ses pions dans le monde numérique. Depuis longtemps, Peter Thiel prépare son protégé, un certain J.D. Vance. Pour retourner un peu dans l'histoire, les deux se rencontrent en 2011. Au début, il s'agit d'une relation maître-padawan. Peter est le mentor de Vance et il voit en lui en fait de grandes capacités. Et grâce à lui, Vance évolue d'avocat à capital risqueur chez Mithril Capital, une autre société de Thiel, une autre référence au Seigneur des Anneaux. Puis, il va prendre son envol et il va créer sa propre entreprise, Naira Capital. Thiel, bien entendu, soutient pleinement son poulain dans cette initiative et motive beaucoup d'autres investisseurs à le suivre. Et Naira, donc la société fondée par Vance, va réussir à lever 96 millions de dollars. Puis, avec le temps, ce mentorat, en fait, il va se transformer un peu en une alliance. De quoi, en fait, changer la dynamique politique américaine avec encore plus d'impact. Il va appuyer bien sûr sa campagne sénatoriale avec un don de 15 millions de dollars et ce n'est d'ailleurs que le début. Sans Peter Thiel, J.D. Vance ne serait tout simplement pas vice-président des États-Unis aujourd'hui. En fait, c'est Peter Thiel qui orchestre la rencontre décisive entre Trump et Vance en 2021 à Mar-a-Lago. Une rencontre qui pèsera d'ailleurs lourd dans la future décision de Donald Trump de le nommer vice-président. Vous vous rappelez, en intro, je vous parlais de faiseur de roi, et bah voilà. L'argent ne sert pas seulement à créer des Mark Zuckerberg, il permet aussi de façonner les réalités politiques. Et Peter Thiel, il veut toujours faire éclater en morceaux les anciens modèles. Et c'est le cas qu'on a là. La relation Peter Thiel-J.D. Vance, en fait, elle incarne une nouvelle forme d'élite. Une élite où fusionne la domination technologique, l'autorité institutionnelle et la richesse du secteur privé. Et pourtant, cette relation n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour introduire Vance, il fallait déjà que Trump accède au pouvoir. Mais en 2016, toute la Silicon Valley soutient la candidate démocrate Hillary Clinton. Encore une fois, Peter Thiel prend la tangente. Il va aller à la Convention nationale républicaine. Lui, qui se proclame libertarien conservateur, se rapproche en fait de plus en plus d'un conservatisme national. Il va d'ailleurs donner 1,25 million de dollars pour la campagne de Trump de 2016. Et après la victoire, il va même jusqu'à intégrer le comité exécutif de l'équipe de transition du président élu. En 2023, il arrête le financement de personnalités politiques. À la place, il va distribuer des dizaines de millions de dollars dans le but de promouvoir un contrôle des frontières. En fait, une politique d'immigration restrictive. Il va aussi plaider en faveur d'un monde multipolaire. Les États-Unis doivent arrêter d'intervenir partout dans le monde. En fait, quand on réfléchit, c'est globalement l'exacte politique de Donald Trump aujourd'hui. Lorsque Thiel annonce ne plus soutenir aucun candidat, il sait que ses idées ont déjà gagné. Encore aujourd'hui, son influence continue de s'accroître. Son succès provient de sa capacité à modeler l'architecture même du contrat social. Et c'est peut-être là que va se trouver le vrai pouvoir. Depuis sa première mauvaise expérience avec l'ordre institutionnel étant enfant, Peter Thiel a maintenant sa revanche. À travers notamment diverses structures, comme par exemple Breakout Labs, Thiel Foundation, Founder Funds, Mutual Capital, Peter Thiel s'attaque à tous les fonds. Et même l'éducation y passe, là encore, avec son approche bien à lui. Une de ses fondations, par exemple, offre 100 000 dollars à n'importe quel étudiant ayant une idée qui ne peut pas attendre. Même la bourse étudiante, il l'a hacké. Normalement, pour aider à financer les études, la sienne fait l'inverse en fait. N'empêche que la plupart des heureux finissent avec des salaires à 6 chiffres. Côté crypto, le bonhomme est aussi bien engagé. C'est une pièce principale dans le changement de cadre de l'administration américaine. Pour lui, Bitcoin représente une alternative sérieuse aux banques centrales, mais aussi au système monétaire traditionnel. L'action de la Fed, pour lui, c'est une faillite totale. En fait, c'est typiquement le genre de pensée d'un Bitcoin maxi. Sauf que cette fois, le monsieur est aussi influent politiquement qu'Elon Musk. Autrement dit, quand Peter Thiel parle de la fin des banques centrales, eh ben en fait, il est potentiellement en mesure de faire avancer ce projet concrètement. Est-ce que vous imaginez un petit peu l'impact? Tout l'ordre monétaire serait restructuré et la crypto aurait une place de choix dedans. Bien entendu. Calmez-vous, mais on se permet d'aller imaginer un petit peu. Petite question à laquelle je pense comme ça, on se demande bien quelle serait la place de l'Union européenne dans cette nouvelle organisation. Je sais pas.
Si nos politiques continuent de tirer le boulet rouge sur la crypto, l'attractivité, qu'on se le dise, elle va finir à zéro. De plus en plus d'entrepreneurs du secteur vont quitter la zone euro. Un livre que je vous conseille d'ailleurs de lire sur ce thème, c'est The Sovereign Individual, dans la réédition de 2020. Peter Thiel est d'ailleurs l'auteur de la préface. Alors, ce livre annonce entre autres la fin des États-nations, rien que ça, et grâce à la technologie et aux crypto-monnaies, les individus peuvent maintenant échapper au contrôle d'un gouvernement en particulier. On les met en concurrence pour choisir lequel est le plus adapté pour son activité et son projet de vie. Et c'est pourquoi des hommes comme par exemple Thiel et Musk veulent repenser tout le modèle économique, social et politique. Et pour ça, d'après le livre et d'après eux, il faut tuer l'État tel qu'il était avant. Et c'est ce qu'a essayé de faire Elon Musk avec le Dodge. Au-delà de cet aspect idéologique, Thiel investit massivement dans les cryptos. En 2024, son fonds ajoute 200 millions de bitcoins et d'Ether dans son bilan. Il soutient aussi certains projets, les infrastructures notamment dédiées à l'optimisation des transactions en stablecoin l'intéressent particulièrement. Aussi, aucun de ces investissements n'est fait au hasard, ils sont pensés comme des coups d'échec. De quoi lui permettre tout simplement d'augmenter son influence, aussi bien en politique opérationnelle que dans l'innovation technologique. Et voilà comment mettre en place un nouveau modèle de société. Une société où l'empire privé s'entremêle avec le public, où des pans entiers de l'administration sont supprimés, et demain, peut-être, où la Réserve fédérale américaine mettra la clé sous la porte. De quoi laisser le champ libre pour une adoption massive des crypto-monnaies, je nous le souhaite. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié. N'oubliez pas un petit pouce bleu pour nous soutenir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. On vous prépare de très beaux projets. C'était Benjamin pour le Crypto Daily, et moi je vous dis à très vite.